Salut. Il fait froid en ce moment. Un gros courage à tous ceux qui sont sur les chantiers en ce moment parce que ça pèle. Bon, dans cette vidéo, on va parler de comment installer un tableau électrique secondaire. Quand tu as en gros un tableau principal, comme le tableau tout moche qui est là, et que tu veux installer un nouveau tableau sur un beau panneau de placo. Ça y est, on commence la maquette. Dans mon atelier, on va faire des trucs bien propres ici. Et dans cette vidéo, on va aborder les sujets de quel câble, quel disjoncteur, quelle section, pourquoi, quand est-ce qu'on en met, blablabla. Et normalement, à la fin de cette vidéo, les tableaux secondaires n'auront plus de secret pour vous. Ou presque, je peux oublier des trucs, ça va. Donc on y va juste après ça. Disjoncté. Salut les disjonctés, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. C'est ce qui aide le plus la chaîne à se faire connaître. Et moi, je vous remercie énormément pour tout ça. Bon alors, déjà, on va commencer sur le pourquoi on met des tableaux secondaires. Pourquoi on a besoin donc d'un deuxième tableau, soit dans notre maison, soit en dehors de la maison. La plupart du temps, c'est quand même plus simple de laisser qu'un seul tableau dans une maison, sauf si c'est une villa de 500 mètres carrés, ce sera peut-être judicieux de faire plusieurs tableaux. Mais dans l'absolu, une maison, un bâtiment, un tableau, c'est quand même beaucoup mieux. Le tableau secondaire est relativement obligatoire dès lors que vous avez une dépendance. Si vous avez votre maison et puis un peu à marcher dehors dans le jardin pour accéder à une dépendance, quoi qu'il arrive dans la dépendance, il vous faudra une coupure générale pour la dépendance. Donc à ce moment-là, autant mettre un tableau et ce tableau vous permettra de répartir tous vos circuits lumière, prises, radiateurs, etc. dans votre dépendance. Donc dès que vous avez un bâtiment détaché de la maison, tableau secondaire. Pareil, dans les caves, vous pouvez mettre un tableau parce que souvent il y a du technique dans les caves du genre les tuyaux de piscine, même de la lumière dans la cave, etc. Et encore une fois, la cave, si vous devez sortir de votre maison pour rentrer dans la cave ou inversement, vous devez avoir une coupure générale. En fait, au niveau de la norme, vous devez avoir moyen de couper le courant à l'intérieur du bâtiment sans sortir de chez vous. Donc si vous avez le garage attenant à la maison et qu'il y a une porte dans la maison pour aller au garage, pas besoin d'un tableau ou d'un tableau secondaire ou d'une coupure générale, mais souvent, moi je vois pas mal des garages qui sont, voilà, il faut sortir dehors, aller dans le garage, etc. Donc là, il vous faudra donc une coupure générale dans le garage, de quoi couper l'électricité qui se trouve dans le garage, et la plupart du temps, on met un tableau secondaire. C'est beaucoup plus simple pour ramener tous les circuits plutôt que de ramener tout dans la maison, renvoyer un câble pour un coup de poing d'arrêt d'urgence, enfin après ça c'est vous qui voyez, mais encore un cas avec un tableau électrique secondaire. Bon, nous dans notre cas, il n'y a rien d'obligatoire. À partir de ce tableau, on va aller derrière. Moi, c'est juste pour alimenter ma maquette. Et comme ça nous fait le premier tuto avec notre beau placo. Donc tu vois, j'ai deux plaques de placo de 120, donc on a 2,40 m de maquette. En gros, je pense que cette plaque restera définitivement là, donc on va mettre le tableau sur cette plaque-là. Et celle-là va être bourrée de trous à force de faire des tutos. Et si j'ai besoin un jour, je la démonte, j'en remets une nouvelle. Comme ça, je suis sûr que la partie où je vais fixer ma goulotte GTL, etc., ça va pas bouger. C'est là où je vais mettre le tableau. Tu vois, pour l'occasion, on a laissé un petit peu de place ici. Moi, je vais faire un trou pour passer là-dedans. On va passer au niveau du petit doublage qu'il y a derrière. Pas du tout de laine de verre, il n'y a rien. On a fait exprès de laisser un petit vide d'air pour que je puisse passer mes câbles, faire les tutos et compagnie. Et tu vois, on va venir se raccorder là-dedans. Bon, je vous prierai de pas trop m'éclater dans les commentaires pour ce tableau. Toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Et voilà, il y a des circuits, c'est pas qu'on les a fait avec les pieds, mais bon, on savait ce qu'on faisait, mais on a pris des disjoncteurs de récupération parce que c'était notre dépôt. On est en plein déménagement dans le speed et compagnie pour économiser de la thune, et puis il y a des trucs qui sont voilà, on n'a pas tout respecté au niveau des normes, mais c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Le tableau qu'il y aura ici sera nickel. Tu le sais qu'ils vont te défoncer en commentaire pour ce tableau. Ouais, je sais. Et pour ma défense, j'ai fait déjà des tutos plein de bricoles et tout dans ce truc là, donc voilà. De toute façon, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Allez, pour alimenter notre beau tableau, je vais partir sur l'idée d'un câble 3G 6 mm carré. Donc tu vois, hein, 3 fils en 6 carrés, rien de bien sorcier, une phase, une terre, un neutre. À propos de la terre, on pourrait très bien alimenter un tableau avec un câble 2 fois, c'est-à-dire un câble qui comporte un neutre et une phase. Du genre, ce truc-là. Bon, là, c'est un câble souple, c'est un 2x16. On pourrait très bien faire ça et recréer une terre indépendante. Attention, écoute bien ce qui va suivre. Uniquement si c'est pour le cas d'une dépendance, par exemple, qui se trouve loin de la maison où aucune terre ne peut être en contact. Mais vous pouvez très bien avoir une deuxième terre qui n'est pas la même que la principale à partir du moment, je crois, où c'est 3,50 m d'écart entre toutes terres. C'est-à-dire que si vous avez une terre dans la maison principale, une prise extérieure par exemple, une prise extérieure sur votre dépendance, il faut qu'il y ait
plus de 3,50 m entre les deux terres. Sinon, vous créez une différence de potentiel, par exemple une terre à 10 ohms et une terre à 90 ohms. Vous touchez, vous arrivez avec une barre en métal ou quelque chose, bref, faut chercher la merde quand même, à toucher les deux terres en même temps, et ben vous allez récupérer la différence de potentiel qu'il y a entre les deux terres. En gros, vous allez devenir un conducteur actif. Et ça va faire mal. Donc voilà, au niveau des terres. Après, si vous voulez pas vous prendre la tête et être sûr de pas faire de conneries, balancez un 3G, vous aurez la terre, vous récupérez la terre de la maison principale et vous l'envoyez dans votre dépendance, votre garage, votre machin. Comme ça, vous avez la même valeur partout. Encore plus si vous avez un consuel, évitez de l'énerver. Parce qu'un consuel, quand vous arrivez et que vous dites « Ouais, j'ai deux terres différentes déjà, si c'est bien justifié, ça va. » Mais bon, ça commence mal. Mais ça peut avoir une réelle signification au niveau des économies. Parce que si pour votre tableau, vous avez 50 mètres de 3G 16 carrés ou 3G 25 carrés, bah vous êtes content de passer qu'un 2 fois et d'économiser 50 mètres de terre en 25 mm carrés. Et puis là, vous avez juste une terre à recréer dans la dépendance qui se trouve à 50 mètres. Donc voilà, c'est juste pour la distance entre les deux terres, j'ai un petit doute. Mais par exemple, moi perso, sur mes chantiers, j'envoie des 3G, enfin 5G si c'est triphasé, 3G c'est tant pis pour la perte. Mais après, moi je suis en pro sur une maison totale, ça me représente pas un coût énorme. Donc pour ce tableau 3G6, donc tu vois, je vais faire un petit trou là-dedans. Je vais passer à l'intérieur du coffre et je vais revenir dans mon tableau principal. Ici, par là, un trou de cycloche à 67 à l'endroit où je vais mettre ma goulotte GTL future. On passe là-dedans et on se fait le lien entre les deux. On fait gaffe quand on perce dans les panneaux en bois où il y a des fils derrière. J'en entends déjà qui vont me dire « Oh, il y a du bois et de l'électricité. » Et alors, c'est chez moi. C'est du contreplaqué, c'est pas... Voilà, ça va. Normalement, vous devez pas poser direct, il doit y avoir la goulotte GTL. C'est bon, ça va, c'est chez moi. Allez, le trou. Tu les reconnais, mes petits forêts à bois? Ça, c'est vraiment incroyable. Petit forêt Bosch. Donc voilà, je reprécise une chose. Des fois, vous aurez à percer des trucs sans savoir où passent les câbles. Moi, je le sais, mais même en le sachant, j'ai fait super gaffe. C'est-à-dire que j'y vais tranquille. En plus, ça rentre très fort dans le bois. Dès que je sens que j'ai traversé le morceau de bois, j'y vais tout doucement. Je repars en marche arrière. J'y vais tranquille, quoi. Parce que parfois, vous avez un trou de cycloche à faire quelque part. Vous savez pas comment passent les anciens câbles en réno et compagnie. Vous n'avez pas acheté un scanner à 1000 balles pour scanner le mur. Même moi, j'en ai pas. Hein, des scanners bidule et machin, il y a juste à faire attention. Il n'y a que quand c'est dans des saignées où les choses sont scellées, bloquées, où là vous partez en percussion avec une machine pour mettre une cheville, là c'est peut-être mieux d'avoir un scanner ou quelque chose. Mais en tout cas là c'est vide derrière, donc même si je touche à peine, ça fera rien du tout. Mais méfiance. Ici, je vais me mettre à 1,80 m de sortie pour mon trou de cycloche. On verra pourquoi dans les vidéos où j'installerai la goulotte GTL. Mais à 1,80 m, je vais faire mon trou de cycloche juste à droite de ce rail-là. Trace à peu près mon rail, je m'en fiche, parce que de toute façon la GTL je vais la fixer ici en plein milieu dans l'axe du rail, elle fait 25, donc vous voyez 25, c'est bon, je vais largement couvrir mon trou de cycloche, donc pas de précision là pour moi tout de suite pour percer ce trou là. La rondelle est derrière. Allez, 3G 6 mm carrés. Bon là tu vois, j'ai tenté la technique de quand tu as du vide derrière, tu bourres jusqu'à espérer que ça fasse des boucles et que ça ressorte de l'autre côté, mais bon il y a quand même pas mal de bouts de rail. Donc je vais aller chercher ça avec un petit crochet, petit crochet maison. Voilà, maintenant je vais dénuder le câble pour le passer et l'aiguiller jusque dans le tableau. Là je dénude tout de suite à peu près ce qu'il va me falloir pour faire mon raccordement juste après. Tu vas comprendre après pourquoi, ça m'évitera d'avoir le dénude câble dans le tableau, etc. Donc je sais que voilà, je vais dénuder à peu près ça, et puis s'il reste un peu de râpe de bout de fil, je couperai. Maintenant que j'ai mes 3 bouts de fil pour éviter qu'ils se barrent dans tous les sens si j'aiguille, un petit bout de scotch et on l'envoie dans le coffre. À ce stade-là, tu te doutes qu'on va couper le courant au général parce que là, on va toucher aux alimentations principales, etc. Enfin, même si moi, il y avait déjà quelques trucs qui sont préparés, je pourrais me démerder sans. Pas envie de griller en direct, je ne chanterai pas le lundi au soleil. Avant de couper à ton général, je te conseille d'éteindre ordinateur, climatisation, frigo, congèle éventuellement. C'est quand même mieux. Moi ici, j'ai que l'ordi et la clim, donc j'ai tout coupé avant de commencer. Et après, on peut couper au général. Si j'ai oublié un truc dans le camion qui est de l'autre côté de la porte automatique, ça va être chiant.
Il reste de la lumière parce qu'on a notre beau phare Makita. Et lui, je peux te dire qu'en ce moment, avec les journées d'hiver, il est bien pratique. Donc tu vois, mon trou de passage, il est là. Je l'ai fait de manière plus ou moins intelligente pour être à peu près à la hauteur à laquelle je veux arriver. Pour une des questions que j'ai, je crois, le plus sur la chaîne, est-ce qu'on peut passer les câbles comme ça, donc câbles R2V directement derrière les murs, les placos? Oui, en vide de construction, on peut dès lors qu'on peut retirer les câbles. C'est-à-dire que voilà, quand vous avez des repiquages entre prises, c'est facile, vous débranchez, retirez vos prises, vous pouvez vous réaiguiller dessus, c'est de la laine et du placo, vous tirez, ça vient très bien. Si vous avez 50 mètres avec un câble, ça va être compliqué. Mais de toute façon, si tu as 50 mètres avec une gaine qui part du tableau à l'autre bout de la maison en faisant 10 virages, essaye de repasser un câble dedans. Voilà. Après, en termes de protection mécanique, il n'y a aucun problème. Le câble, c'est hyper résistant. Des fois, vous voyez des provisoires qui traversent la rue sur des chantiers. Bon, ça devrait être protégé, mais les bagnoles roulent dessus, ça bouge pas. Alors que la gaine, elle va s'écraser sous le poids de la bagnole. Donc vraiment, mécaniquement, zéro souci. Et en termes de pratique, voilà, c'est le côté gaine, on peut plus facilement repasser des fils dedans, mais ça, c'est à vous de voir. Mais en vide de construction, vous pouvez. Et si vous rebouchez avec du béton, du plâtre, etc., vous câblez, vous gainez votre câble. C'est tout. C'est tout. Là, tu vois, le câble, il est ici. Tu vois la raison pour laquelle j'ai dénudé avant. Comme ça, j'ai ma tête de câble qui rentre dans le tableau. J'ai pas besoin d'aller m'emmerder à mettre mon dénu de câble là-dedans. C'est déjà tout prêt, il n'y a plus besoin de dénuder. Et c'est plus facile pour passer les premiers centimètres une fois que c'est dénudé dans l'aiguillage au niveau de mon doublage. Alors oui, il y a des trucs, je l'ai déjà dit tout à l'heure, qui ne vont pas dans ce tableau. Vous verrez des fois des petits bouts de fil dénudés, des trucs. Un jour, je le referai, je pense, celui-là, et puis ça donnera l'occasion d'avoir un nouveau tuto ou un truc dans le genre. Allez, maintenant, on va l'alimenter à partir donc du tableau principal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La terre, facile, on prend la mesure, on coupe au niveau de la barrette, rien de compliqué. Comme ça, une fois branché là-dessus, ça vous renvoie la même valeur de terre au tableau secondaire. Oh, le rime, quel poète! Ensuite, nous, ici, on va mettre un 32 ampères sur lequel on va raccorder notre nouveau tableau. Oui, 32 ampères, mais pourquoi? On veut des explications. Bon alors, comment est-ce qu'on dimensionne notre câble, la section 1,5, 2,5, 6 carrés, etc. Et quel est le choix du disjoncteur qu'on va mettre pour protéger ce câble? Est-ce que aussi ce disjoncteur est obligatoire? Ça, on va le voir un peu après. On va plutôt avoir tendance à choisir d'abord l'ampérage dont on va avoir besoin. C'est-à-dire que moi, sur ma maquette, j'aurais pu mettre du 2,5 et avec un 16 ampères. Là, j'ai juste voulu vous mettre un câble un peu plus gros parce que là-dessus, je vais quasiment pas avoir de puissance qui va être tirée. Admettons, vous avez une dépendance. Dans votre dépendance, vous avez 3 chauffages de 1000 watts. Vous avez un chauffe-eau de 2000. Une petite plaque électrique 16 ampères qui fait, allez, 2000 aussi. Et plein d'éclairage, plein de prises, etc. 2000, 2000, 1000, 1000, 1000. Et vos prises de courant, vous pouvez compter des pics du coup, si vous avez un circuit, des pics à 3007, enfin voilà. Vous pouvez tout additionner, ce que vous avez, et vous le divisez par 2. Ça, c'est la méthode grosso merdo. Mais ça fonctionne pas mal, parce que c'est du pic d'intensité. Donc voilà, si dans la dépendance, admettons, allez, on va arrondir à 10 000 watts. Vous avez 10 000 watts, vous savez qu'en pic d'intensité, sur un moment donné, vous dépasserez rarement 5000. Après, ça, c'est vraiment un calcul fait avec les pieds. Hein. Donc vous pouvez dire 5000, arrondir au-dessus, parce que de toute façon, 20 ampères, c'est 4600 watts. Donc 5000, vous arrondissez au-dessus, c'est 32 ampères. Alors vous avez 25 aussi, mais dans les classiques, on va dire 32. Vous pouvez aller à plus de 7000. Après, il existe des sites qui vous font des calculs. De toute façon, je vous mettrai en lien le site schémaélectrique.net, qui est une pépite pour ce genre de choses, pour les dimensionnements de câbles, de machin, de bidule. Vous pouvez vous référer à ça. Mais sinon, la méthode un peu à la volée de diviser par 2, franchement, elle marche plutôt pas mal, quoi. Si vous avez un petit doute, vous arrondissez au-dessus et terminez, quoi. Parce que vos 3000 watts de chauffage, les 2000 de chauffe-eau, les 2000 de plaques, tout ça, ça tourne jamais en même temps. Et au pire des cas, si ça disjoncte, allez, une fois tous les 2 ans, parce que pas de bol, il faisait très froid. Enfin voilà. Mais vous verrez dans le site schémaélectrique.net, il y a un truc pour calculer l'ampérage dont vous avez besoin, et ça, c'est top. Et donc après, en découle le dimensionnement du câble. Disjoncteur 32, câble 6 mm carrés, minimum. Tu peux mettre du 10 mm carré, du 16, du 25 si tu veux sous ton 32, mais tu descends pas en dessous de 6 mm carré. Ça, c'est obligatoire. Pas de 4 carrés non plus. Donc c'est pour ça que je mets un 6. Après, encore une fois sur le site schémaélectrique.net, parce que ça, je les connais absolument pas par cœur. En fonction des distances de ce type de câble, il va falloir monter la section avec le même disjoncteur pour limiter l'échauffement. Par exemple, 32 ampères, je crois que passer 12-15 mètres, mais ça, vous pourrez vérifier, parce que apprendre par cœur, c'est vraiment de la connerie. Mais je crois que c'est 12-15 mètres. Après, il faut passer sur 10 mm carrés pour le 32 ampères. Et ainsi de suite. Et plus vous allez loin, plus vous devrez monter la section pour le même ampérage pour éviter que ça surchauffe, quoi, en fait, simplement à cause des distances. Ça, après, vous n'êtes pas à 1 mètre près.
Après, faites-le pas si vous avez des consuels, des trucs comme ça, mais si voilà, si la limite c'est 12 mètres, que vous en avez 13, puis des fois on compte pas une remontée, un truc, une boucle dans le tableau, voilà, si la limite, admettons, c'est 12 et que vous êtes à 12,5, franchement, par expérience, ça craint pas grand-chose. Méfiez-vous, faites quand même les choses aux normes, mais par mon expérience, je vous dis ça va. Faut juste pas abuser de trop, quoi. Parce que économiquement parlant, le cuivre, ça taxe. Quand vous montez d'une section, aïe. Donc on aura vu dimensionnement du câble, quel calibre de disjoncteur. Donc ici, 32 ampères, j'ai 4-5 mètres à tout casser, 6 mm sous mon 32 ampères. Départ vers l'autre tableau. Je branche neutre phase sous mon disjoncteur 32 ampères et après on parle de l'amont de ce disjoncteur-là. Par quoi on l'alimente. Pour la terre aussi, vous prenez la même section que la section d'alimentation. 6 carrés alimentation, 6 carrés section de terre. Petite chose à savoir aussi pour les borniers de terre. Alors ça, c'est plutôt si vous avez un consuel. Ça, c'est des anciens borniers de terre de chez Aguerre. Je crois c'est pareil. Cette carcasse, on a dû la récupérer quelque part. On a tout fait en récup sur le tableau ici. Tu as les bornes à cage qui sont au fond, très nul d'ailleurs, parce qu'il faut pour accéder au fil, c'est très chiant. Mais bref, les bornes à clipser devant. Les bornes à clipser, forcément, tu peux mettre qu'un fil. Les bornes à cage, tu peux les bourrer comme un malade si tu as envie. Sur tous les tableaux, il y a toujours une borne à cage pour les grosses sections, mais moi je te déconseille, c'est même interdit de mettre plusieurs conducteurs dans la même borne à cage. Après, en théorie, tu mets 2 6 carrés, elles sont grosses les bornes, ça va. Si t'es en réno, si t'as pas le choix, vaut mieux avoir la terre repiquée dans une même cage avec 2 fils. Mais normalement, dans les borniers de terre comme ça, tu dois avoir qu'un seul fil conducteur par cage. Bon, en vrai, je te dis, vaut mieux la terre plutôt que de faire un truc dégueulasse, pas mettre de terre ou je sais pas quoi. Mais si t'as un consuel, respecte ça, c'est mieux, ça l'énervera moins. Après, c'est pareil, des fois t'as des consuels, ils vont pas te faire chier avec ça. Eux aussi, ils préfèrent qu'il y ait la terre tant que t'as pas mis 10 fils dans ta borne en 1.5, tu vois, et que t'as bourré le truc, ça va. C'est chose à savoir. Et maintenant, le moment crucial. Donc, comment on alimente le dessus de notre disjoncteur qui part vers un autre tableau. Là, tu vois ce 32. Il y a 2 fils en 6 carrés. Normalement, ça devrait être plus, mais là, c'était pour faire, encore une fois, un short sur YouTube. Bref, ces 2 fils, je les avais repiqués ici. Pareil, j'ai mis 2 rouges. Là, je vous dis, là, c'est la foire aux conneries ici. Donc, ce qui veut dire que ces disjoncteurs-là, ils sont pris sous un différentiel. J'ai repiqué ça pour aller ici. Donc, ça voulait dire que ce disjoncteur-là, il est bien pris sous un des 30 milli qu'il y a ici. Je crois que c'est lui, ou bref, peu importe. Nous, on veut pas ça, parce que des différentiels, on va en mettre là-bas. Donc ça va nous faire des doubles emplois, en fait. On va avoir des différentiels qui vont cumuler trop de défauts. Parce que tu vois, ce différentiel protège toute cette rangée, y compris mon petit repiquage pour le 32 ampères que j'avais posé. Donc si je pars directement comme ça, direction mon tableau, et qu'on rajoute un paquet de circuits. Alors déjà là c'est pareil, c'est trop chargé ici, mais encore une fois on s'en fout, c'est pas le but de la vidéo. Ce différentiel va encore se retrouver avec plein de nouveaux circuits au cul. On veut pas ça. Le disjoncteur 32 ampères, lui, il est vraiment là pour protéger le morceau de câble qui part direction le nouveau tableau. Et il n'a pas besoin d'être pris sous un 30 milli puisqu'il n'y a aucun équipement de branché sur ce câble pour l'instant. Et c'est pour ça qu'on les mettra là-bas. Donc ça, j'espère que c'est bien clair. Le 30 milli, lui, il sert à protéger les personnes, donc les machines à laver en défaut, les choses comme ça, quand vous utilisez des choses. Le câble en lui-même, passé des fois en souterrain, en doublage, etc., vous ne l'utilisez pas. Le disjoncteur est là pour protéger ce départ, au cas où il prend un coup de pioche, un machin, et aussi pour protéger les surtensions, quoi, en fait. C'est-à-dire que si vous consommez trop là-bas, ça vous fait un peu office de disjoncteur abonné, mais dans le tableau. C'est pour ça qu'on ne met pas de 30 milli sur un départ comme ça. On pourrait éventuellement mettre le 30 milli ici, un 30 milli pour ce truc-là, comme ça, il n'y a pas besoin de le mettre là-bas. Mais le 30 milli, quand vous en avez qu'un seul dans les petits tableaux secondaires, une rangée, il vous sert aussi de coupure générale pour le bâtiment. C'est-à-dire que vous avez, admettons, un tableau, une seule rangée, avec un 30 milli et 4 disjoncteurs, vous coupez votre 30 milli, et du coup, il n'y a plus du tout d'électricité dans le bâtiment, à part l'alimentation en amont de ce 30 milli. Donc j'espère que c'est bien clair, ça vous y verrez un peu plus clair dans les prochains tutos sur tout ça. Donc qu'est-ce qu'on fait pour changer notre alimentation dégueu là? Normalement, tu as des borniers ici. Nous, on les avait plus, on a créé des borniers là-dedans, mais sinon, tu as un petit bornier bleu, un petit bornier rouge. Tu peux venir prendre sur les borniers pour alimenter le dessus de ton disjoncteur, ce qui veut dire que c'est comme si ça venait dessous ton disjoncteur abonné. Tu ne peux pas te repiquer là-dedans. Parce que s'il n'y a pas de 30 milli, forcément que tu te reprends pas en aval du 30 milli pour éviter les doubles emplois, ça veut dire qu'il faut que tu te reprennes en amont. L'amont du 30 milli,
c'est exactement l'aval du disjoncteur abonné. Ça part de dessous, ça revient là, tac, 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 ça vient au-dessus. Après, ça distribue par en dessous. Alors, selon les marques, attention, des fois on les alimente par en dessous, mais bref, ça vient alimenter là, etc. Nous, on veut supprimer le fait d'être sous le 30 milli, comme on est entre là et là. Donc, c'est comme si on se reprenait au-dessus. Et donc ça, tu vois, c'est le bornier maison avec borne Ferrel que mon père avait fait. On peut aller à je sais plus combien de carrés sur ces trucs-là, mais ça, c'est souvent les anciens qui utilisaient ça. Ça s'utilise encore, mais on n'en voit plus beaucoup maintenant avec les systèmes de clips, les borniers automatiques, les borniers qu'on a de plus en plus dans les tableaux, etc. Enfin bref. Mais moi, j'ai pas trop envie d'aller desserrer, resserrer ce truc-là. Donc on va aller se repiquer au-dessus du diff. Allez, je vire le morceau d'alimentation qu'il y avait avant, qui est pas beau, avec 2 rouges, pour enlever tout ce qui venait de l'amont de mon 32 ampères. Ça, c'est le 32 ampères qui a servi à faire fondre les fils dans le short que je vous mettrai en lien là au-dessus de la vidéo pour bien comprendre les sections de fils, que c'est très important. Allez, donc j'ai chopé 2 petits morceaux de 10 mm² souple pour faire mon alimentation. J'ai enlevé la collerette des embouts, oui, parce que je vais repiquer dans la cage du différentiel. Voilà, mes embouts sont sertis. Je passe vite fait sur les histoires d'embouts, d'écosse, etc. Effectivement, on m'a dit qu'il existait des embouts doubles. Je savais même pas. J'en ai commandé, du coup, je vous ferai un petit short pour vous montrer comment ça marche. C'est pas bien sorcier. Mais j'en profite pour vous dire une chose, qu'il y en a eu plein qui se sont excités en commentaire sur le short. Bref, sur un truc. Déjà, d'une, j'ai jamais dit que ça n'existait pas. De deux, je savais pas. Je suis pas devin, je peux pas tout savoir. Pour ceux qui le disent avec bienveillance, merci beaucoup. C'est super cool, puisque moi, grâce à vous, j'apprends pas mal de trucs. J'ai 32 ans, j'ai pas la science infuse. J'ai jamais dit que je savais tout. Et pour ceux qui le disent d'une façon très accueillante, on va dire, allez vous faire filer une gaine. Et en attendant, rien n'empêche d'aller repiquer 2 morceaux de 10 carrés dans une borne, car un différentiel peut accueillir 25 mm². Et dans la norme électrique, il n'y a pas marqué que vous avez le droit à 1, à 2, à 3 fils ou etc. Il y a juste marqué que ça doit être bien fait, que ça doit bien tenir. Alors effectivement, avec un embout double, ça tiendrait mieux. Je les ai laissés chez moi comme un teubé, j'aurais pu les mettre là, mais tant pis. Mais en attendant, on va repiquer. Et puis, si vous saviez ce que je peux voir dans certaines installations, je vous jure que repiquer, alors déjà que c'est autorisé, mais ça ne pose aucun problème. Des fois, on voit 4 fils, 5, 6 fils, tu sais même plus comment ils ont fait pour rentrer le truc. Donc voilà, 2 10 carrés dans une borne à cage de différentiel, c'est bon. 2 16, ça le serait moins. Voilà, mes câbles sont passés. Donc petite astuce aussi au passage pour pas vous emmerder dans les tableaux. Déjà quand vous faites des alimentations, faites-les en souple. C'est pour ça qu'on met des cosses, parce que les petits fils souples c'est vraiment une merde, hein, ça se détache dans tous les sens. Ensuite la petite astuce, c'est vous voyez là j'ai encore connecté ni un côté ni l'autre. Donc je vais débrancher, enfin je vais desserrer mes cages pour que je puisse rentrer mes nouveaux fils. Et au lieu de prendre tout de suite la mesure pile poil, de me faire chier, de couder, de machin, vous voyez, j'ai encore pas coupé ce morceau-là parce que ça c'était un bout qui traînait dans mon dépôt. Je le prends, mais le plus ample possible. Comme ça, je viens le mettre, pouf, tout droit dedans. Je m'embête même pas, quoi. Comme ça, il est beaucoup plus facile à brasser. Je viens serrer. Une fois que c'est bien serré, je viens récupérer le rab que j'avais laissé. Pour travailler plus facilement. Donc ça, vous avez le droit à le faire entre guillemets qu'une fois, parce qu'en dessous, il y a bien un moment, il va falloir le couper. Mais tant qu'il est connecté ni d'un côté ni de l'autre, gardez de l'aisance, quoi, en fait. Comme ça, c'est plus simple. Bon, là, on va pas essayer de faire un truc trop beau. De toute façon, c'est foutu pour ici. C'est vraiment la honte, ce tableau. Le mec, il a une chaîne d'électricité, un tableau dans son dépôt. Aïe, aïe, aïe. Mais voilà, c'est la dernière fois que vous le verrez quasiment, parce qu'après, on aura vraiment un truc nickel. Donc là, mon neutre, il est prêt. Je fais pareil avec la phase. On passe ça en dessous après. Donc mon 32 ampères est alimenté indépendamment de ce diff, il vient de l'alimentation du dessus. Donc pour résumer, disjoncteur abonné, donc là c'est la rue qui arrive au-dessus, en dessous ça repart à mes fameux borniers, à chaque bornier ça repart au-dessus des différentiels, en amont, donc ça peut être en dessous, hein, s'il s'alimente par en dessous, l'amont sera en dessous. On va rester sur l'idée qu'ils sont au-dessus, comme ici. Et là, au lieu de reprendre dans ce bornier, parce que je déteste les bornes Ferrel, moi, ce genre de truc, les desserrer, les resserrer, ça m'énerve de trop. Je préfère repiquer dans mon diff au-dessus. Donc, hop, ça revient ici, et ça revient alimenter là. Ce qui veut dire que ça,
c'est exactement comme si ça venait de là. Et tout à l'heure, on parlait des repiquages, etc. Par contre, le disjoncteur abonné, un seul conducteur, un seul neutre, une seule phase. Sur le disjoncteur abonné, c'est non négociable. Et pourquoi 10 mm²? Là, vous êtes sur un disjoncteur abonné en C60, donc 60 ampères. 60 ampères, c'est 16 mm². Mais vous devez partir du dessous du disjoncteur abonné en 16 mm² à votre bornier, et de votre bornier, vous pouvez diminuer d'une section à l'intérieur de votre tableau, pas à repartir je sais pas où. Et à l'intérieur du tableau, vous pouvez très bien avoir les petits morceaux de 10 mm² qui font 30 cm, en 10 carrés justement. Ça, c'est au niveau de la norme. Et selon les calculs, on pourrait même aller jusqu'à 6 mm². Donc ça, c'est une discussion que j'avais eue avec un consuel, parce que moi, j'ai toujours fait en 10, et puis d'un coup, j'ai tilté, j'ai fait, mais on est en 60, on devrait tout mettre en 16, et regardez, dans plein de tableaux, vous avez du 10, du 10, du 10 mm², et ça pose pas de souci. Et justement, le consuel m'a dit, voilà, départ du disjoncteur abonné, 60 ampères, 16 mm², arrivez dans le bornier, et après, vous pouvez repartir en 10 mm². C'est pour ça que je suis en 10, au-dessus de mon 32 ampères. C'est pas parce que c'est un 32 que j'ai le droit de mettre un 6 carré en alimentation. Tout à l'heure, c'était comme ça, mais juste parce que j'ai bricolé un truc et à la va-vite l'autre fois, quoi, c'est tout. Et puis ce disjoncteur-là, il n'y avait plus rien de branché en dessous. Donc ça, ne prenez pas compte des 6 mm² qu'il y avait au-dessus. Ça doit être un 10 si ça arrive du bornier. Si c'était le seul disjoncteur alimenté par mon disjoncteur abonné, ça aurait dû être en 16. Donc c'est pareil, si vous rajoutez un tableau collé au premier. Par exemple, en termes de tableau secondaire, je sais qu'il y en a qui vont se poser la question de, des fois on n'a pas assez de place dans un seul, on en colle un en dessous. Par exemple, si à la place de ça, c'était un autre tableau comme ça. Vous pourriez alimenter avec les borniers, s'ils se trouvaient là, le bleu et le rouge, vous pourriez alimenter en 10 carré le bornier. Alors moi je vous conseille plutôt, si vous réalimentez un tableau collé au premier, de partir en 16, même section que ça, comme ça c'est plus sérieux. Et là vous alimentez direct, vous mettez pas un disjoncteur pour un tableau collé au premier. Parce qu'en gros, il compte un peu comme un seul et même tableau. En fait, le disjoncteur qui protège le câble départ, notre fameux 32 ampères ici, il n'est utile que du moment où il y a un bout de câble qui sort du tableau, qui traverse quelque chose. Pour l'histoire de tout à l'heure où il faut protéger ce morceau de câble, s'il prend un coup de pioche, une surintensité ou quelque chose, n'importe quoi, entre les deux tableaux. Mais là, quand votre tableau est collé au premier, il peut pas prendre un coup de pioche, quoi. En fait, ça compte comme un seul et même tableau. Un tableau secondaire collé au premier, il est repris directement comme s'il venait de sous le disjoncteur abonné, mais par les borniers, quoi. Sans disjoncteur pour le couper. Ça fait beaucoup d'infos, hein. Mais ça, clairement, sur ces trucs-là, les consuels, ils vont vous faire chier, mais là-dessus, c'est sûr et certain. Pour ceux qui sont pas d'accord avec l'histoire du disjoncteur qui protège le départ vers un autre tableau secondaire situé géographiquement ailleurs, pour la petite histoire, sur un chantier, j'avais une grosse maison, le compteur Linky était à l'intérieur du garage qui était à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, je sais plus, de la maison principale. Donc, mon alimentation arrivait dans le garage, il fallait que je reparte avec un énorme câble en triphasé, etc., qui faisait je sais pas combien de mètres. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté directement au bornier avec une grosse section, hein. Avec ce truc-là, c'était un 5G 25 mm² en aluminium. Dans mon cas, avec la longueur que j'avais, ça valait un 5G 16 carré de cuivre. J'ai juste fait pour des raisons économiques à cause du Covid et les prix qui ont explosé entre le devis et le moment de réalisation. Et c'est tout à fait aux normes. On a le droit de mettre de l'alu dans le résidentiel tant qu'on augmente la section de ce qu'il faut, bref. Et donc, admettons, ça c'est mes borniers. J'étais connecté à mes borniers pour renvoyer l'autre morceau de câble à mon tableau 30 mètres plus loin. Donc moi, j'étais là, tranquille, je suis sur la bonne section qu'il faut, comme si on était du disjoncteur abonné jusqu'à mes borniers pour repartir à mon tableau. Et le consuel, quand il a fait son petit tour, il a dit « Mais le disjoncteur pour le départ vers la maison, il est où ?» Moi, je lui ai dit « Pas de souci, je fais la bonne section, c'est sur le bornier. » Il m'a dit « Ça marche pas. Point de refus, contre-visite. » etc. Donc vous voyez, on peut pas se connecter directement sur les borniers pour aller alimenter le tableau secondaire. Alors peut-être que c'était un mal luné et qu'il a joué la carte de dans la norme, c'est pas trop clair, j'en sais rien. Même moi depuis ça, les contre-visites ça coûte 200-250 balles en consuel. Autant vous dire que celle-là en plus on la fait pas payer au client, on fait payer la première attestation, s'il y a contre-visite c'est de notre faute. Donc ça, tu pleures. Et en plus, faut acheter un disjoncteur à je sais pas combien pour protéger du 5G 25 alu, t'imagines la gueule du truc, quoi. C'est pas 10 €. Bon, et maintenant, je te résume vite fait pour avoir un petit résumé rapide. Enedis qui arrive de la rue sur ton disjoncteur abonné. En dessous, ça repart à tes borniers. De tes borniers, ça va alimenter le dessus des diffs, là, et également du bornier, donc comme si ça venait du disjoncteur abonné, ça alimente l'amont de ton disjoncteur de départ pour ton tableau secondaire. Voilà, vidéo résumée en 1 minute.
Ah, je m'étais encore dit que j'allais faire une vidéo rapide, mais il y a tellement de petits détails et j'arrive pas. J'arrive pas à faire des vidéos ultra rapides parce que quelque part, si vous exécutez des choses que je vous montre, je veux pas avoir raté des détails et encore, je suis sûr que j'en rate. Il y a toujours un petit truc. Ne vous fiez pas uniquement qu'à mon avis. C'est important de voir d'autres sons de cloche. Mais voilà, je veux que ce soit compréhensible, quitte à répéter des choses. Parce que moi, je sais que quand je regarde une vidéo, j'aime bien un peu tout savoir, que je sois pas obligé de regarder 5 vidéos pour avoir les détails de partout. Certes, c'est un peu long, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais que vous aimez bien les vidéos longues. Il y en a qui les regardent le dimanche et tout dans leur canapé, ça me fait trop plaisir, c'est trop cool. Là, il me reste un ou deux petits détails rapidos à vous montrer. Ça, là, tu vois, on va l'attacher vite fait. Ça, c'est mon coin. Voilà, je veux dire, il va rien se passer ici. À ton avis, est-ce qu'on remet le courant maintenant? Bien sûr que non, malheureux. On va protéger ce bout de câble, parce que la goulotte GTL, c'est pas dans cette vidéo, ce sera sûrement la prochaine, hein. Je vous ferai un petit truc là, ce sera rapide pour installer une goulotte GTL. Un tableau secondaire doit respecter les mêmes normes qu'un tableau normal, c'est-à-dire l'étel. Donc ça, je vous mets en fiche ici la vidéo où j'ai déjà tout détaillé sur la goulotte GTL, comment ça se pose, etc. C'est le même délire hein, pour un tableau. Ça doit se poser d'une certaine façon, pas avec les pieds, pas comme celui-là. Je vais me faire défoncer en commentaire avec ce tableau. Voilà, comme ça, je vais pouvoir couper en toute sécurité aussi, parce qu'il n'y a pas le courant. Donc voilà, comme ça, il n'y a pas de court-circuit. Je le coupe là, peut-être un peu court, mais j'ai un peu de longueur dans le doublage, pas de souci. Je dénude vite fait le bout de câble. Et pour protéger ça, on pourrait simplement mettre 3 dominos, mais on va faire comme s'il y avait un consuel. Quand vous avez des installations qui ne sont pas achevées et que vous avez des câbles, le consuel, lui, tout ce qu'il veut, c'est que ce soit protégé et on va lui mettre une petite boîte étanche au bout. On va rentrer le câble dedans, on va mettre des protections, donc des wagos. Comme ça, tu vois que les wagos en 6 mm à levier, ça existe. Donc ça, pour les plaques de cuisson, c'est trop pratique, mais vraiment trop pratique. Je sais pas s'il y a d'autres marques que Wago qui font ça, parce que ça coûte une blinde, une boîte de machin comme ça. Mais bon, t'en utilises pas beaucoup et franchement, ça, quand tu branches une plaque de cuisson, c'est bonheur. Et j'en ai plus que 2, donc je vais mettre un domino sur la terre. Les Wago 6 carrés, ça existe aussi en rigide, juste à clipser. Mais bon, vu que ça marche aussi avec les Wago à levier pour le fil souple, autant prendre qu'une seule référence et pas vous casser la tête. Des 6 carrés dans du rigide, il n'y en a pas beaucoup à raccorder. Surtout que dans les plaques, vous avez un rigide qui arrive et un souple qui arrive de la plaque. La boîte, tu la percutes intelligemment, genre vraiment tout petit pour rentrer le câble à forcer dedans. Et là, tu viens mettre ton petit Wago que tu refermes. Pareil pour le neutre. Et le petit domino pour la terre. Je sais pas comment ils faisaient avant pour faire tout au domino, mais ça va, je suis né à la bonne époque. Tu mets ça dans ta boîte, tu refermes. Et tu vois, si tu as un consuel qui passe dans une installation, voilà, tout ce qui n'est pas achevé en termes de construction, électrique, je parle. Si par exemple tu as un luminaire qui doit être mis là et qui a juste une sortie de câble, ou sur l'extérieur par exemple les appliques extérieures, que tu as juste ta sortie de câble, si tu as un contrôle, tu mets ça partout. Et puis même des fois, le client il met 1 an à choisir ses luminaires. Ça peut arriver, voilà, la maison elle est finie, il emménage pas avant 3 mois dedans, il y a des câbles en sortie, même si tu baisses le disjoncteur, ça marche pas. Il faut que ça soit mis comme ça, parce que le consuel il part du principe où il y a toujours un teubé pour lever le disjoncteur, ce qui est vrai. Il y a toujours un ça marche pas, je lève tout. Non, attention à ça. Donc voilà, notre câble il est protégé, puis moi j'ai un apprenti ici qui vient le matin, qui circule dans ce coin-là, donc voilà, faut quand même que je mette une boîte qui se dise « Ah, c'est quoi ça ?» J'ai pas le droit de faire griller les apprentis, encore moins les mineurs. Et pour tous les petits trucs que je montre, du genre Wago 6 carrés, tout ça, etc., souvent dans les vidéos, je le dis pas à chaque fois, mais dans les descriptions de vidéos, je vous mets les liens que je trouve. Des fois j'en oublie, je vais pas mettre tous les liens de tous mes outils à chaque fois, mais je sais que ça vous intéresse des fois pour éviter de chercher 15 plombes. Et au niveau de notre tableau secondaire, ici on aura la GTL et compagnie, et on viendra, donc si on n'a qu'une seule rangée, moi je ferai un 2 rangées exprès pour montrer une autre subtilité, on peut mettre donc notre différentiel à cet endroit-là, 40 ampères, parce que le disjoncteur, lui, est en 32, donc c'est comme si vous aviez un disjoncteur abonné en 32, votre différentiel est au-dessus, comme les 63 ampères différentiels avec les disjoncteurs abonnés de 60, vu que le différentiel laisse passer 63 et que le disjoncteur abonné n'est capable de délivrer que 60 ampères, il n'y a pas de problème, il ne va pas fondre. Donc là, on fait le même principe, 40 ampères de différentiel pour 32 ampères de délivrable de puissance via notre disjoncteur indépendant pour alimenter notre câble. Donc lui, il encaisse 40 et le câble, il délivre 32 max avant de disjoncter là-bas. Donc comme ça, c'est la règle de l'amont. Après, il y a la règle de l'aval. Et aussi, quand on a donc 2 rangées, donc un différentiel là pour votre tableau secondaire, qui est obligatoire aussi, c'est d'avoir un organe qui coupe tout dans le bâtiment. Pour ce tableau-là, le disjoncteur abonné coupe tout le bâtiment, tous les disjoncteurs, etc. Ça, c'est aussi la norme qui le veut. Donc dans notre tableau secondaire, si on a un diff là, un diff en dessous, ça veut dire qu'il faut couper 2 organes pour tout couper. Et ça va pas. Donc vous pouvez mettre n'importe quoi avec votre alimentation pour qu'elle puisse tout couper. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un sectionneur à 40 ampères qui va alimenter
les deux différentiels. Comme ça, vous coupez uniquement le sectionneur qui va couper les différentiels et ça vous fait un organe pour tout couper. Après, libre à vous d'utiliser autre chose. Enfin voilà, tant que c'est dans les normes, vous pouvez réutiliser un autre disjoncteur abonné là, comme des Bako là. Enfin les disjoncteurs, j'en pose quasiment jamais parce que j'ai pas souvent le cas de reposer des disjoncteurs abonnés en plus. J'utilise des sectionneurs, c'est moins cher. Donc voilà, juste un organe qui est capable de couper tout le tableau d'un coup. Une manip, tout coupé, par bâtiment, ça c'est important. Blablabla, et il ne s'arrêta jamais de parler. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai rien oublié. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut!